Quelle est l'institution la plus détestée de France? Eh bien, il s'agit, selon mon invité, de l'Hadopi, l'institution mise en place en 2009 dédiée à la diffusion des œuvres et à la protection des droits sur Internet. Mon invité était aux avant-postes pour mesurer cette défiance puisqu'elle y a travaillé pendant un an en tant que community manager chargée des relations avec les internautes. Bonjour Triss Akatriné. Bonjour. Alors, vous êtes juriste de formation, consultante en sécurité informatique et vous venez de publier aux éditions FIP Plongée au cœur de l'institution la plus détestée de France, en parlant de l'Hadopi. Alors, est-ce que quand vous êtes arrivé, vous étiez une anti-Hadopi au départ, est-ce que quand vous êtes arrivé, l'ampleur de cette défiance a été une surprise pour vous? Elle n'a pas été une surprise du côté des internautes, puisque je m'y attendais. La plupart des gens qui m'entouraient étaient des anti-Hadopi convaincus, etc. Pas forcément toujours pour de bonnes raisons, parce qu'ils n'avaient pas forcément les bonnes clés de compréhension. Oui, ils pensaient surtout au côté gendarme de l'Internet. Voilà. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui m'entouraient étaient anti-Hadopi. Donc non, niveau internaute, j'étais pas surprise. Là où j'ai eu une très très grosse mauvaise surprise, ça a été du côté des ayants droit. Qui, eux, s'ils sont restés relativement discrets pendant tout le mandat de Nicolas Sarkozy en tant que président, et donc, on va dire, pendant toute la période où Frédéric Mitterrand était ministre, à partir du moment où François Hollande a été élu président et que Philippe Etty est arrivé à la rue de Valois, là, ils se sont un petit peu plus lâchés. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils attendaient de l'Hadopi quelque chose d'extrêmement répressif. Quand Madame Albanel, qui portait le projet de loi Internet et création, qui a permis la naissance de la loi Hadopi et de l'institution Hadopi, parce que les gens aussi confondent souvent la loi et l'institution, c'était pensé comme étant quelque chose de super répressif, de très systématique, un peu comme les radars finalement, et avec des sanctions qui étaient quand même plus sévères. Il se trouve que ça n'est pas passé, parce que le Conseil constitutionnel a dit qu'en l'état, c'était pas faisable, que le projet a été retoqué, qu'il a été rediscuté, que finalement il est apparu dans une version beaucoup plus légère que ce qui était initialement prévu, et que par-dessus ça, Marie-Françoise Maret et Mireille Imbert-Carretta ont rajouté une étape dans la procédure de réponse graduée. De l'Hadopi. Donc présidente. C'est les présidentes de l'Hadopi, plus précisément MFM, donc Marie-Françoise Maret est la présidente de l'institution. Mireille Imbert-Carretta est présidente de la CPD, donc c'est la Commission de protection des droits. Donc c'est la fameuse commission devant laquelle les internautes viennent s'expliquer quand ils ont reçu un avertissement de l'Hadopi. Quand ils se sont fait prendre par la patrouille. Oui, enfin, patrouille. Voilà, aujourd'hui, l'avenir de l'Hadopi est très incertain. Il y a eu la remise du rapport Lescure qui préconise que l'Hadopi soit placée dans le giron du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors, pensez-vous que le CSA est suffisamment armé pour prolonger les missions de l'Hadopi? Alors, le problème du rapport Lescure, c'est qu'il dit qu'en gros, tout ce qu'a fait l'Hadopi jusqu'à présent, c'est formidable. Et c'est tellement formidable qu'il décide de transférer toutes les missions au CSA. Bon. D'accord. C'est rare en fait, c'est quand même assez bizarre comme entre guillemets comme récompense. Le CSA, je ne les pense pas suffisamment armés. Je ne pense pas qu'ils ont une bonne compréhension des réseaux. Il faut savoir que la plupart des gens qui sont à l'Hadopi ont développé des compétences très spécialisées et en plus très transversales. Parce que c'est le travail qui veut ça. C'est le côté couteau suisse du truc qui fait qu'on est obligé de se spécialiser dans des trucs et d'avoir des connaissances qui sont très larges. Je ne suis pas persuadée qu'ils aient ça au CSA. Et c'est surtout la question de la réponse graduée qui pourrait éventuellement tomber dans le giron du CSA. Mais il y a un problème, c'est que les deux autres missions de l'Hadopi, à savoir l'étude des usages et tout le travail de recherche et d'analyse que fait le DREV actuellement et le travail de promotion de l'offre légale que fait à la fois la com et le département de l'offre légale, tout ça, c'est un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que ça va devenir ? Donc, on va juste transférer le volet répressif au CSA. On va laisser les deux autres missions à l'Hadopi, en lui donnant beaucoup moins de budget forcément. Donc, en fait, on va petit à petit tuer cette institution de façon extrêmement pernicieuse, de façon absolument pas courageuse. Plutôt que de dire, bon, là, on ferme, au moins ne serait-ce que par un petit peu d'humanité aussi pour les agents qui y travaillent. Parce qu'à partir de... Il faut quand même savoir qu'à partir du moment où les élections présidentielles de 2012, le jeu des élections a commencé, les agents ont vécu dans une incertitude constante. Donc là, ça va bientôt faire plus d'1 an que les agents vivent. Ne savent pas où ils vont. Non, même pas. C'est même pas un an, c'est plus de 2 ans bientôt. Quand on arrivera en janvier 2014, ça fera 2 ans que les agents ne savent pas ce qu'ils vont devenir. C'est pas gérable pour eux. Alors, ils ont appris à le vivre au quotidien. Je ne pense pas que la plupart des gens qui sont rentrés à l'Hadopi avaient signé pour ça non plus. Alors, on a bien compris que ce futur était très incertain, mais si on fait un bilan
Un bilan d'étape, on va dire. L'Hadopi, depuis 2009, c'est 3 condamnations, dont 2 sans peine. Aucune procédure de coupure de l'accès à Internet n'a été prononcée. Et pourtant, l'institution a coûté 40 millions aux contribuables depuis sa création. Alors, est-ce qu'on peut dire autre chose est-ce qu'on peut qualifier autrement que de décevant le bilan de l'Hadopi? Non, il n'est pas décevant. Alors déjà, on va reprendre les points. Il y a eu 3 condamnations au parquet, enfin au tribunal. Mais il y a eu beaucoup plus de recommandations par email, par courrier recommandé. Mais parce qu'entre-temps, les gens sont venus voir aussi les agents de l'Hadopi en disant bon, bah voilà, bah, j'ai pas compris, ou bon, bah d'accord, ok, je l'ai fait, mais je recommencerai plus. Il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite. Mais la pédagogie, c'est pas quelque chose de mesurable. Enfin, on va pas. C'est pas comme si on devait mettre un compteur à chaque fois que les agents de la CPD recevaient des administrés pour leur expliquer comment fonctionne le peer-to-peer. Il y en a certains qui ne comprennent même pas comment ils ont fait. Il y a des niveaux très différents. On n'est pas égaux devant l'outil informatique. Ça, il faut arrêter de s'imaginer que tous les gens ont une très bonne maîtrise. C'est pas vrai. Il y a des gens pour qui, ne serait-ce que faire un truc sur Excel, c'est un petit miracle. Donc, il y a ça. La question de la coupure de l'accès à Internet qui n'a pas été fait, mais ça, c'est pas la faute de l'Hadopi. Hein. C'est même pas la faute de la loi. C'est le juge qui prononce à la fin. Non, c'est même pas ça. Techniquement, c'est pas possible. C'était dans la loi Internet et création d'Albanel. Ce truc-là, pour une raison qui nous échappe, n'a jamais été retoqué par le Conseil constitutionnel. Enfin, oui, si, parce que ça, dans un premier... Non, ça n'a jamais été retoqué. Mais techniquement, c'est pas possible parce que la loi dit, vous coupez l'accès à Internet, sauf qu'il faut laisser accès au mail, au moteur de recherche et à la téléphonie. Sauf que ça veut dire qu'en gros, on va demander aux fournisseurs d'accès Internet d'opérer ce qu'on appelle, entre autres, un filtrage de port. Ça veut dire qu'on va leur laisser juste ce qu'il faut pour avoir accès au mail, donc le port 80, sauf qu'on peut télécharger via le port 80 aussi. On leur laisse toute la téléphonie, mais il ne faut surtout pas qu'ils aillent sur peer-to-peer. Donc en gros, on incite au filtrage. Donc ce système de riposte graduée n'était pas le bon, selon vous? C'est réponse graduée déjà. Réponse graduée. Mais on n'a pas pris... Les techniciens, il y a plein de gens qui ont expliqué pourquoi c'était idiot, pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc Philippe Etty qui arrive avec son décret de suppression du machin, oui super, enfin bon, t'es gentil, mais t'as rien fait quoi en fait. Nous, ça fait depuis 2009 qu'on le dit quand même que ce truc-là est tiré par les cheveux et que c'est crétin. Alors comment est-ce qu'on pourrait réconcilier les intérêts des artistes, des ayants droit, des internautes? Quel serait en gros le système idéal si on devait l'imaginer? Est-ce qu'il faut miser sur le développement de l'offre légale, assouplir la chronologie des médias? Quelles sont les pistes qui vous semblent les plus pertinentes? Alors assouplir la chrono des médias, ça c'est que pour la vidéo. Mais pour ça, il faut remettre en cause l'exception culturelle française. Nous, en France, on a un problème de vision sur ce qu'on appelle la culture. La plupart des choses qu'on qualifie de culturelles, en fait, sont du divertissement. Ce qui passe à la télévision, la plupart du temps, c'est du divertissement, c'est pas de la culture. Pas au sens classique du terme. Alors après, on peut dire oui, mais c'est de la pop culture, machin, etc. Mais ça change rien. Aux États-Unis, on parle de pop culture, c'est Andy Warhol. C'est des peintres, c'est aussi certains mouvements musicaux qui maintenant sont devenus des classiques. Mais là-bas, ils n'ont pas de souci pour dire qu'il y a une industrie du divertissement. Casser cette hypocrisie, revoir aussi le statut des artistes, c'est pas forcément légitime. Le système est fait de telle manière que, au lieu d'encourager des outsiders et des gens qui travaillent et des gens qui vont, entre guillemets, souffrir pour leur art, on finit par toujours retrouver les mêmes têtes. Donc, les filles et les fils d'eux, c'est devenu un marronnier dans la presse. À chaque fois qu'il y a les cérémonies des Césars en France, on retrouve les mêmes noms. Alors, c'est pas les mêmes prénoms, mais c'est les mêmes noms de famille. Bon. Alors, aux États-Unis, ils ont ça un petit peu avec les Baldwin, avec les Coppola, etc. Mais c'est une minorité. En France, c'est une majorité. Ça, c'est un peu inquiétant. Il y a ça. Il y a le fait aussi de mettre en place une offre légale qui soit compétitive. Pour ça, il faut notamment que les ayants droit ouvrent les catalogues, ce qu'ils ne veulent pas. Il faut changer la loi. Parce que parler de contrefaçon pour des contenus culturels numériques, tels qu'on les qualifie dans la loi, c'est stupide. Parce que c'est pas de la contrefaçon. C'est pas du vol non plus. Il y a aussi une chose certaines choses doivent tomber dans le domaine public, enfin tomber, s'élever plutôt dans le domaine public. Des auteurs classiques comme Camus, Sartre ne sont pas disponibles maintenant alors que c'est des choses qui sont enseignées à l'école, que les petits Français ne connaissent plus ou pas, ou très mal. Bon, c'est peut-être pas. Enfin, c'est vrai qu'en même temps, Sartre et Camus, c'est pas les trucs les plus sympas à lire. Pourquoi est-ce que tout cela n'est pas déjà à l'œuvre aujourd'hui? Parce qu'il y a un problème de transmission des droits. Il y a des choses qui ne tombent pas dans le domaine public parce qu'il reste un ayant droit, mais c'est pas le fils, c'est le petit-fils, l'arrière-petit-fils qui tombe. Et il y a une autre chose qui est très simple. Il faut mettre en avant aussi toutes les industries du divertissement, notamment dans le cinéma, qui sont bénéficiaires. C'est le cas du film d'horreur qui s'exporte extrêmement bien et du film porno.
parce que le porno, mine de rien, a été vecteur et a permis à beaucoup de gens de se faire beaucoup de pognon, mais personne ne veut lui donner ses lettres de noblesse. Et c'est pareil pour le cinéma d'horreur, alors que les Français sont très bons là-dedans. Et il y a aussi, peut-être à un moment donné, peut-être réfléchir aussi, de la même façon qu'on fait une exception copie privée, on fait une exception œuvre indisponible. Il y a des œuvres qui passent à la télé, qu'on peut enregistrer, qu'on peut télécharger, pas légalement, et qu'on ne peut pas acheter. Il y a des séries américaines qu'on ne peut pas acheter légalement, parce qu'elles n'existent pas, parce qu'il y a des problèmes de droit. Les gens veulent les acheter. Ils veulent s'acquitter légalement du truc. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés finalement de devenir ce qu'on appelle en droit pénal des impétrants. C'est complètement stupide. Un système un peu absurde, c'est celui de l'exception culturelle française, c'est votre point de vue, Trissa Catrinet. Eh bien, merci d'être venu nous faire un point là-dessus. Et puis, je rappelle la sortie de votre livre, Plongé au cœur de l'institution la plus détestée de France, l'Hadopi. L'Hadopi, à l'avenir très incertain. Trissa Catrinet, merci encore d'être venu sur Xerfi Canal.